l'articulation entre le singulier dont vous avez parlé tout à l'heure et le collectif, donc plutôt l'aspect socialisation, semble donc cruciale à vos yeux aujourd'hui. Si on se réfère aux événements récents de l'actualité, comment pensez-vous qu'on puisse articuler les singuliers qui sont toujours si particuliers et toujours plus revendiqués avec un collectif qui semble toujours à la recherche d'un vivre ensemble le plus harmonieux possible? Le plus harmonieux. Harmonieux, oui. Mais écoutez, c'est bien toute la difficulté, c'est qu'au fond, la différence entre le singulier et le collectif, d'abord, elle est inéluctable. Il n'est pas pensable, contrairement à ce que d'aucuns voudraient, que le collectif ne soit que l'assemblage des singuliers. S'il y a du collectif, il vient toujours entamer la singularité. Il faut toujours que je renonce à quelque chose de ma singularité pour pouvoir intégrer ce que le collectif exige. C'est une loi à laquelle je trouve que si on y réfléchit un peu, on ne peut pas échapper. C'est comme ça. Il faut donc déjà se préparer à supporter que le collectif ne soit pas qu'au service de ma singularité, mais qu'il exige des choses de moi dont je pourrais éventuellement d'ailleurs profiter pour pouvoir accéder encore mieux à cette singularité. Mais ce sera toujours en dialectique. Bon. Alors, ce qui a l'air aujourd'hui de se passer, c'est qu'on a l'air de constater une parcellisation tellement grande grâce à cet appui de valorisation de la singularité, mais sans du tout se soucier de ce qui fait encore lien commun. Donc on a plutôt une juxtaposition de singularité de plus en plus importante, à tel point qu'on a l'impression que certains parmi ces singuliers finissent par oublier que s'ils ont reçu un tel intérêt de la part du collectif, c'est grâce à la conception qui existe de ce collectif, entre autres la conception démocratique. Et donc on aboutit à une sorte d'opposition inattendue entre un citoyen tel qu'il était sans doute à l'époque de la société grecque, berceau de la démocratie, mais qu'il avait très clairement en lui, c'est ce que disent en tout cas les hellénistes, qu'il ressentait que la capacité qu'il avait de pouvoir parler en public et de pouvoir tenir sa parole, c'était grâce à l'État qu'il la possédait. Aujourd'hui, on est plutôt dans une société où chaque fois que l'État intervient d'une façon ou d'une autre, il est plutôt considéré comme quelqu'un qui va me limiter dans ma singularité ou qui va estimer que je dois renoncer. Il va donc être le mauvais bougre plutôt que celui qui me permet d'être avec les autres. Or, c'est très embarrassant parce que le vivre ensemble harmonieux devient à ce moment-là, paradoxalement, un vœu pieux. Alors que de cette piété, justement, nous ne voulons plus, puisque nous ne voulons plus de la religion. Mais il n'y a plus les moyens par lesquels on doit se confronter. Quels sont-ils, ces moyens pour supporter? C'est simplement celle d'avoir l'altérité inscrite en soi. Parce que là, le psychiatre ou les psychanalystes peuvent quand même tenir une position très claire. Un enfant ne se construit pas à partir de lui-même. Un enfant se construit à partir des autres qui l'entourent. Je ne vais pas développer ça, mais on pourrait le faire de mille et une façons, hein, jusque y compris neuroscientifiques d'ailleurs aujourd'hui, pour montrer que l'enfant très vite est branché sur les autres, sur le discours, sur la parole, sur la parole de la mère, et même sur sa musique, enfin, peu importe, tout ça venant dire que la conception que nous avons de nous-mêmes aujourd'hui, citoyens singuliers, autonomes, entrepreneurs de soi-même, est une conception qui oublie, c'est un mot faible, qu'au fond, elle s'est fondée sur l'altérité. Alors du coup, quand on oublie à ce point qu'on se fonde d'abord sa singularité sur de l'altérité, puisque tout enfant, dans sa singularité, va se fonder sur le rapport qu'il a aux autres, à partir duquel il va devoir faire tout un chemin, bien sûr, pour soutenir sa voie propre, il n'empêche qu'à un moment donné, le hiatus devient flagrant. C'est que l'individu autonome ne l'est jamais que par oubli de toutes les dépendances auxquelles il doit consentir, il a dû consentir. Donc ça devient un sujet autonome qui se croit, qui se pense autonome et qui voudrait, dans un vœu pieux, que du coup il soit reconnu par les autres et que ça fasse un harmonieux vivre ensemble. Mais paradoxe, à chaque fois que je pousse ma singularité un peu plus loin, et bravo de pouvoir le faire, mais je ne peux que me confronter à l'autre. Je ne peux que entrer en conflit à la limite avec l'autre, puisqu'il n'y a pas deux autres les mêmes, on n'est jamais les mêmes, et c'est bien connu d'ailleurs dans
la vie conjugale, où quand elle commence sur un espoir de pouvoir vivre ensemble, il faut très vite que les deux intègrent le fait que ça n'ira qu'à la condition de devoir supporter l'altérité de l'autre. Sinon, ce serait inviable. Donc on voit bien comment il y a quelque chose de paradoxal dans notre façon de présenter la singularité d'un chacun et le vivre ensemble, parce que c'est comme dans un antagonisme, alors que c'est un antagonisme, oui, mais un antagonisme articulé sur sa création lui-même. Le singulier vient du social. Il n'y a pas de social qui réunit seulement les singuliers. Il les fonde, et il les fonde par un travail d'assumer le singulier, d'assumer comme singularité ce que je dois aux autres, et de pouvoir m'en séparer. Il faut les deux champs, les deux travails, ce que j'appelais souvent dans l'expérience une et expérience autre. Il faut être en fusion, c'est un grand mot, mais osons le dire comme ça, avec l'autre au début de la vie, mais il faut aussi pouvoir s'en détacher. Si évidemment on reste dans l'idée d'une sorte de bulle de moi-même, à ce moment-là, je risque fort de trouver de vivre très violemment l'intervention de l'autre, voire de riposter moi-même plus agressivement qu'il ne faut à l'intervention de l'autre. Là, on est parti dans une escalade qui est très embarrassante et qui n'a plus rien à voir avec un vivre harmonieux.